Le chef du gouvernement tunisien Youssef Chahed a annoncé ce jeudi sa candidature à l'élection présidentielle du 15 septembre. Il avait été désigné il y a quelques jours candidat par son parti, Taya Tounès. Le Premier ministre du nouveau président mauritanien a désigné les membres de son gouvernement. Cette équipe conserve à des postes clés des figures de l'exécutif de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz. Afin de lutter contre la propagation du virus Ebola, les contrôles à la frontière entre la RDC et le Rwanda ont été renforcés. Les personnes qui veulent traverser la frontière se plaignent de tracasseries. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. En Tunisie, le chef du gouvernement Youssef Chahed a annoncé ce jeudi sa candidature à l'élection présidentielle du 15 septembre. Cette annonce faite lors d'un congrès de son parti Taya Tounès est intervenue un jour avant la clôture des inscriptions. Des précisions à travers ce reportage. Youssef Chahed, ingénieur agronome de 43 ans et plus jeune Premier ministre de Tunisie, participera à sa première élection. Le chef du gouvernement tunisien a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 15 septembre, jeudi, lors d'un congrès de son parti Taya Tounès, un jour avant la clôture des inscriptions. Par cette candidature, Youssef Chahed dit vouloir rompre avec l'ancien système et donner l'espoir à tous les Tunisiens, notamment les jeunes, qu'ils peuvent être dans des postes importants au sein de l'État. Lancé au début de cette année, le parti Taya Tounès s'est constitué autour de sa personne et représente la deuxième force politique au Parlement derrière le parti Ennahda, issu de la mouvance islamiste. Youssef Chahed a été nommé Premier ministre en 2016 par le président tunisien aujourd'hui décédé, Bédi Caïd Essebsi. Ces derniers mois, sa popularité a chuté face aux luttes de clans et aux difficultés de son gouvernement pour résorber l'inflation et le chômage. Jusqu'à jeudi, 56 prétendants ont enregistré leur candidature, dont le chef du Parlement par intérim, Abdel Fattah Mourou, candidat d'Ennahda, ainsi que l'homme d'affaires controversé, émania des médias, Nabil Karoui. Le Premier ministre du nouveau président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a désigné les membres de son gouvernement. Cette équipe conserve à des postes clés des figures de l'exécutif de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz et fait la part belle à des techniciens fidèles au parti au pouvoir. Une semaine après sa désignation, le chef du gouvernement Ismail Ould Beda Ould Cheikh Sidia a rendu publique la liste des membres de son cabinet composé de 25 ministres, dont 5 femmes, contre 7 dans l'équipe sortante, et de 2 commissaires du gouvernement chargés des droits de l'homme et de la sécurité alimentaire. 6 ministres du gouvernement sortant font partie de la nouvelle équipe, dont 4 conservent leur portefeuille, parmi les plus importants selon un décret présidentiel publié dans la nuit de jeudi à vendredi. Le Premier ministre sortant, Mohamed Salem Ould Béchir, conserve le rang de ministre, mais dépendra directement du chef de l'État en tant que secrétaire général de la présidence de la République. Plusieurs ministres au profil de techniciens sont issus d'organisations intergouvernementales comme la Banque mondiale ou l'Organisation pour la mise en œuvre du fleuve Sénégal. Les membres du cabinet sont connus pour leur fidélité à l'Union pour la République UPR, le parti présidentiel. L'opposition islamiste ou proche des 4 candidats battus lors de la présidentielle du 22 juin qui avaient contesté la victoire de Ghazouani n'en font pas partie. Pas plus que d'ex-opposants ayant rallié Ghazouani pendant la campagne électorale. Alors que le nouveau président s'est engagé lors de sa prestation de serment le 1er août à lutter contre les disparités sociales, 6 de ses ministres sont issus de la communauté aratine, dont le ministre de la Justice et celui de l'Intérieur. La Mauritanie, qui n'a plus subi d'attentats djihadistes depuis 2011, connaît en revanche des fractures sociales persistantes entre communautés arabo-berbères, aratines et afro-mauritaniennes, et son bilan en matière de droits humains est régulièrement épinglé par les ONG. L'instance devant mener en Algérie le dialogue de sortie de crise s'est réunie mercredi pour la première fois avec des militants du mouvement de contestation. Le chef de l'armée algérienne, le général Ahmed Gaïd Salah, a jugé ce jeudi que les revendications fondamentales de ce dernier avaient été satisfaites.
Le général Ahmed Gaïd Salah estime que l'objectif est désormais l'élection présidentielle, car selon lui, les exigences des manifestants ont été largement satisfaites. L'instance nationale de dialogue et de médiation est chargée par le pouvoir algérien de conduire les consultations pour définir les modalités de la future présidentielle, devant élire un successeur au président déchu, Abdelaziz Bouteflika, qui a démissionné le 2 avril. Celle-ci avait demandé à plusieurs personnalités de la rejoindre, mais nombre d'entre elles ont décliné l'offre. Lors de la rencontre de mercredi, 5 représentants du panel et 5 personnalités ont discuté avec une vingtaine de personnes issues des préfectures qui se sont présentées comme des militants du Irak. La majorité des intervenants ont estimé que l'élection présidentielle devait se tenir rapidement, mais sans l'intervention du gouvernement de Noureddine Bedoui, qui est selon eux le représentant de la fraude. Ils ont indiqué que cette présidentielle devait être organisée et surveillée par une instance indépendante. Certains militants ont estimé que le chef de l'État par intérim, Abdelkader Ben Salah, pouvait rester jusqu'à la tenue d'une élection si son départ constituait un risque pour la stabilité du pays. Depuis le 22 février, l'Algérie est secouée par un mouvement de contestation marqué par des rassemblements hebdomadaires contestant d'abord le régime du président Abdelaziz Bouteflika, puis, après sa démission le 2 avril, exigeant le départ de ses anciens fidèles encore au pouvoir. La Commission béninoise des droits de l'homme, organe en charge du respect des droits humains au Bénin, dont la naissance remonte à décembre 2018, a échangé avec les 7 centrales et confédérations au cours d'une causerie qu'elle a initiée ce vendredi à la Bourse du Travail. La CBDH est revenue sur ses attributions et mécanismes de fonctionnement. Elle a entretenu aussi les centrales syndicales sur la nécessité de collaborer sur certaines violations du droit du travailleur. On écoute son président Isidore Clément Kakochichi. Avec les responsables des 7 centrales syndicales, nous allons faire une rencontre thématique dans les prochaines semaines, dans tous les cas avant la fin du trimestre, pour discuter d'une question qui déjà nous préoccupe, nous autres en tant que commissaires, c'est-à-dire comment est traité le travailleur à l'entrée en fonction et à la sortie. Les commissaires ont fait la triste expérience de se rendre compte, puisque la plupart d'entre nous viennent du privé, de se rendre compte qu'à l'entrée du travailleur, il vit certaines difficultés qui ne nous disaient rien, puisque on n'était pas dans le même schéma. Et à la sortie du travailleur, il vit encore d'autres difficultés qui sont pour nous des violations fondamentales des droits de l'homme. Nous allons ensemble avoir cette session thématique avec vous pour voir, ensemble avec le ministère de la fonction publique, le ministère des Finances, comment on peut trouver un mécanisme pour faciliter la vie à l'entrée et à la sortie aux travailleurs. Au Burkina Faso, les avocats du général Gilbert Diendéré, cerveau présumé du putsch manqué de 2015, ont demandé l'acquittement de leurs clients ce jeudi. C'était lors d'une conférence de presse à Ouagadougou. Tout en demandant ce jeudi l'acquittement de leurs clients, les avocats du général Gilbert Diendéré, principal accusé dans le procès du putsch raté de septembre 2015, ont pointé l'ex-président Jean-Baptiste Ouédraogo. Selon maître Jean-Yaovi Degli, Gilbert Diendéré a assumé la vacance du pouvoir sur une proposition expresse de l'ex-président Jean-Baptiste Ouédraogo pour éviter le chaos. D'après maître Jean-Yaovi Degli, son client ne peut donc être poursuivi que pour des faits de complicité et non comme auteur d'attentats à la sûreté de l'État ou d'autres infractions. De son côté, l'ex-président burkinabé Jean-Baptiste Ouédraogo, qui faisait partie d'un groupe de médiateurs, dès les premières heures de l'arrestation des autorités de la transition, rejette les accusations de la défense du général Gilbert Diendéré. Il nie avoir proposé au général d'assumer la vacance du pouvoir suite à l'échec de la médiation. L'ex-président burkinabé explique également que son intention était de prémunir tout contre le chaos dès les premières heures de l'arrestation des autorités de la transition.
Cette édition se poursuit en Guinée. Les examens ont été catastrophiques. Cette année, seuls 24,83% des candidats sont admis aux différentes sessions du baccalauréat 2019. Les raisons à suivre à travers ces images. Avec un taux de réussite au bac de seulement 24,38%, la Guinée fait pire qu'en 2018, année qui détenait jusque-là le pire record de l'histoire du pays. Lundi dernier, Abdoulaye Diarouga Diallo, le directeur national de l'enseignement secondaire, a annoncé officiellement face à la caméra les résultats du bac QV 2019. Sur les 90 050 candidats qui s'étaient présentés à l'examen, seuls 21 959 pourront espérer intégrer une université à la rentrée, tandis que parmi les 67 093 candidats malheureux, nombreux sont ceux qui doivent d'ores et déjà envisager leur avenir sans le précieux diplôme. Le système éducatif guinéen ne prévoyant pas de session de rattrapage, peu de possibilités s'offrent à eux. Retenter leur chance l'année prochaine dans des classes déjà surchargées, opter pour l'enseignement technique et professionnel ou encore intégrer la vie active. Avec un taux de réussite de 24,14% cette année, la filière sciences sociales, l'une des plus convoitées, tire son épingle du jeu en enregistrant une hausse par rapport à 2018, 15,70%. A contrario, la série mathématique qui s'était démarquée en 2018 est aujourd'hui en chute libre. Les 39,40% enregistrés lors de la session précédente ont fondu comme neige au soleil, 24,21%. Mohamed Ansa Diawara, le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, situe, lui, les causes de l'échec à 3 niveaux. La suppression des moyennes annuelles qui accompagnent chaque candidat, la grève des enseignants qui a duré 3 mois et l'impact négatif des portables largement utilisés par les élèves au lieu d'étudier. Afin de lutter contre la propagation du virus Ebola, les contrôles à la frontière entre la RDC et le Rwanda, ainsi que les mesures de surveillance ont été renforcées. Aux différents points de passage frontaliers, on note une véritable présence de la sécurité, mais les personnes qui veulent traverser la frontière se plaignent des tracasseries qu'elles doivent désormais affronter. Je remarque ces problèmes depuis lundi. Ils disent aux Rwandais de ne pas entrer au Congo parce qu'il y a toutes ces histoires d'Ebola ici. Certains Rwandais ne peuvent pas traverser la frontière sans une carte attestant qu'ils travaillent au Congo. S'ils n'ont pas cela, ils ne pourront pas passer. Mais s'ils peuvent dire qu'ils ont un magasin au Congo, ils sont autorisés à passer. De nombreux Rwandais n'ont pas pu traverser la frontière aujourd'hui. Nous voulions rendre visite à notre grand-père au Rwanda. Nous avons reçu un coup de fil pour nous dire que notre grand-père est mourant. Arrivés à la frontière avec le Rwanda, nous avons été refoulés. Maintenant, je me demande s'il meurt, comment allons-nous l'enterrer alors qu'on vient de nous refouler? Nous pensions que c'était à cause de l'épidémie, mais maintenant, ils contrôlent tout le monde. Ils vous demandent votre profession, votre carte d'identité et bien d'autres détails. Nous avions beaucoup de questions à ce sujet. Nous demandons aux autorités pourquoi tous ces contrôles, si c'est à cause d'Ebola ou si c'est à cause de la politique. En ce moment, c'est nous les gens ordinaires qui souffrons. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour notre point de l'actualité.